Contrôle du cycle ovarien par le CHH pour complexe hypothalamo-hypophysaire. Vous avez ici une coupe sagittale de l'encéphale, présentée avec l'avant vers la gauche et l'arrière vers la droite. Vous retrouvez la partie hémisphère cérébral, cervelet, bulbe rachidien. Et ici la position de ce CHH. Ce CHH présente deux parties. L'hypothalamus, qui est la partie haute, et une partie protubérance qu'on appelle l'hypophyse. L'hypothalamus va avoir une action sur l'antéhypophyse. L'hypothalamus va présenter des neurones, dont deux parmi les milliers de neurones sont représentés ici. Ces neurones fabriquent la GnRH pour gonadotrophine releasing hormone. C'est une neurohormone de nature glycoprotéique. Pourquoi préciser ce détail glycoprotéique? C'est parce que ça aura une influence sur ses modalités de transport et ses mécanismes d'action. Glycoprotéine, elle va avoir une chaîne peptidique, ça va être un polypeptide, une chaîne peptidique, donc elle va être synthétisée par des mécanismes d'expression génétique, transcription au niveau du noyau, puis traduction au niveau du reg pour passer dans le Golgi où elle va maturer et donc ici être glycosylée. Les résidus osidiques sont placés sur cette chaîne d'acides aminés. Ensuite, cette glycoprotéine mature va être placée dans des vésicules d'exocytose qui vont migrer le long du corps cellulaire pour être libérée au niveau du bouton synaptique. Vous avez ici le détail un petit peu agrandi. Donc ce bouton synaptique ici, ce bouton axonique, est un petit peu particulier, ce bouton terminal. Il ne va pas, à proprement parler, faire une synapse avec une cellule effectrice, mais il va être en contact avec le système sanguin. Donc la GnRH va être libérée dans le sang. C'est une molécule glycoprotéique, donc elle va être de nature hydrophile, donc soluble dans le sang, elle n'aura pas besoin de transporteur. Et elle va agir sur les cellules qui possèdent un récepteur membranaire, puisque cette substance hydrophile est incapable de franchir par diffusion la membrane plasmique qui, elle, est lipidique. Donc, récepteur membranaire, récepteur au niveau de la membrane des cellules-ci. Bien sûr, cette glycoprotéine va aller partout dans le sang et pouvoir aller sur toutes les cellules, mais seules les cellules avec un récepteur spécifique vont pouvoir réagir. Donc, on a ici la justification du terme neurohormone. C'est une hormone, c'est une substance chimique libérée dans le sang et elle va avoir une action sur des cellules cibles qui vont modifier leur activité. Et c'est une hormone de catégorie particulière puisqu'elle est fabriquée par des neurones, en l'occurrence les neurones hypothalamiques. Au niveau du système de vascularisation, la GnRH est libérée au niveau d'un réseau capillaire que vous voyez ici. Alors on va détailler un petit peu ce système circulatoire particulier. Le sang arrive par une artère hypophysaire supérieure. Cette artère elle-même va se ramifier en artériole, puis donner des capillaires qui sont schématisés ici. Ces capillaires se rejoignent pour donner des vénules qui elles-mêmes vont aboutir à une veine appelée la veine porte hypophysaire. Cette veine porte hypophysaire va dans la partie avant de l'hypophyse. Vous voyez ici l'hypophyse, la protubérance est séparée en deux parties. La partie avant, le lobe antérieur, est aussi appelé antéhypophyse ou
adénohypophyse. Il présente donc la veine porte hypophysaire qui arrive, qui elle-même va se ramifier en vénules, puis ensuite en capillaires qui sont représentés ici. Et le sang repart par des vénules qui elles-mêmes vont converger vers la veine hypophysaire antérieure. On parle là de système porte hypophysaire, puisqu'en amont de ce réseau capillaire est présent un système veineux, et après, à nouveau, un système veineux. Donc, de part et d'autre du capillaire, deux types de vaisseaux de même nature. Donc, la GnRH circule dans ce système sanguin, là, est libéré dans les capillaires, puisque les capillaires sont les zones d'échange, puis va aller vers l'hypophyse antérieure, où les cellules cibles sont les cellules qualifiées de cellules gonadotropes. Elles-mêmes, elles vont avoir une action sur les gonades qu'on va présenter d'ici quelques minutes. Ces cellules gonadotropes sont de deux types. Ce sont des cellules endocriniennes, des cellules endocrines, ALH, et des cellules endocrines, AFSH. Donc, on va voir cette action de l'antéhypophyse sur l'ovaire. Tout d'abord, variation de concentration de ces hormones antéhypophysaires en fonction du temps. Là, vous n'avez pas les valeurs à retenir, mais le profil à savoir représenter et comprendre. FSH et LH, comme pour la GnRH, sont des hormones de type glycoprotéique, donc même type de synthèse, de sécrétion et de caractéristiques biochimiques en termes d'hormones de type hydrophile. Par contre, elles sont synthétisées non pas par un neurone, mais par des cellules endocrines, comme on vient de le dire. Ces hormones gonadotropes ont une concentration relativement faible et constante pendant les phases pré-ovulatoires et post-ovulatoires. Ces variations de concentration sont le reflet d'une sécrétion qualifiée de sécrétion tonique. Il y a une sécrétion qui présente un certain tonus en quantité relativement constante et relativement faible. Donc là, la GnRH libérée par les neurones hypothalamiques va stimuler cette sécrétion et la GnRH elle-même va être libérée en quantité relativement stable. Cette sécrétion de la GnRH va se faire de manière continue à chaque fois qu'il y a des trains de potentiel d'action le long de l'axone des neurones hypothalamiques, il va y avoir libération de cette GnRH. Au moment de l'ovulation, ces neurones hypothalamiques à GnRH vont avoir des trains de potentiel d'action plus nombreux qui vont déclencher une exocytose de GnRH plus abondante, d'où un pic de sécrétion de FSH et de LH qui va se refléter au niveau de la concentration sanguine. On parlera là de sécrétion phasique. Ces hormones gonadotropes vont avoir différentes actions. La FSH est appelée hormone folliculo-stimulante. Elle a trois principales actions. Elle stimule la multiplication des cellules folliculaires. Donc, pendant la phase pré-ovulatoire, elle va stimuler la croissance des follicules, multiplication des cellules folliculaires, notamment de la granulosa. Et ensuite, pendant la phase lutéale, elle va stimuler la multiplication des cellules de la granulosa qui maintenant vont être appelées cellules lutéiniques. Elle va également stimuler le développement du follicule dominant dans le cas d'espèces à mono-ovulation, par exemple dans le cas de l'espèce humaine. Et enfin, elle va stimuler la transformation des précurseurs d'estrogène fabriqués par la thèque interne, en estrogène au niveau
de la granulosa. L'ALH, quant à elle, hormone lutéinisante, va stimuler la production des précurseurs d'estrogène par la thèque interne, comme on l'a dit précédemment. Donc, elle va avoir une action pendant la phase folliculaire et également action principale pendant la phase lutéale de formation du corps jaune. Elle stimule la formation du corps jaune et enfin, elle stimule la production des deux types d'hormones sexuelles femelles. Donc, elle stimule la production des estrogènes pendant la phase proliférative et aussi pendant la phase lutéale, mais la concentration est moindre. Et elle va stimuler surtout la production de progestérone par le corps jaune. Là, les estrogènes, c'est une famille d'hormones, on parle de la famille des estrogènes, dont la principale hormone est l'œstradiol. L'œstradiol est une sous-catégorie d'estrogènes. Donc, des fois, je mets estrogène et des fois, vous avez sur les documents estradiol. Même remarque pour la famille des progestagènes. Les progestagènes comprennent comme principale hormone la progestérone. Enfin, ces deux hormones, FSH et LH, au moment de la sécrétion phasique, vont avoir leur taux qui augmente fortement et ce pic d'hormones gonadotropes va stimuler l'ovulation. Donc on a libération de l'ovocyte 2 accompagné de son globule polaire 1